Il existe au Mexique des endroits qui n'apparaissent pas sur les cartes. Du moins, pas sur les cartes touristiques. Ce sont des plis dans la peau de la terre, des cicatrices oubliées. Là-bas, le temps ne s'écoule pas. Il pourrit. Dans l'un de ces plis de la Sierra d'Oaxaca, dans une cabane qui tenait à peine debout, vivaient deux âmes. Une mère et son fils. Mais ce qui unissait ces deux âmes n'était pas l'amour que vous et moi connaissons. C'était autre chose. Quelque chose de plus ancien, de plus sombre. Quelque chose qui grandissait dans le silence, nourri par la solitude et le désespoir. Une histoire qui se murmurait dans le village le plus proche, à 3 heures de marche. Une histoire d'horreur pour effrayer les enfants. Mais ce n'était pas une histoire. C'était réel. Douloureusement réel. Je m'appelle Padre del Valle et vous êtes sur Realidad Mexico. L'histoire que vous allez entendre aujourd'hui est une descente dans une obscurité que l'esprit refuse d'accepter. C'est le reflet de ce qui se passe lorsque la société détourne le regard, quand le système laisse ses enfants les plus vulnérables être dévorés par les monstres qu'il a lui-même créés. Si vous avez le courage de regarder cette vérité en face, je vous demande de vous abonner, de rejoindre cette communauté. Non pas pour augmenter le nombre, mais pour être témoin, pour que ces histoires ne se perdent pas dans le vent de la Sierra, pour que l'oubli ne remporte pas sa dernière bataille. Commençons. Tout a commencé avec une médecin. Jeune, idéaliste, de celles qui croient encore pouvoir changer le monde. Elle s'appelait Sofía Ramírez. Elle venait d'arriver dans la communauté de San Pedro Mártir pour effectuer son service social. Un petit point perdu dans l'immensité de Oaxaca. Un endroit où l'électricité était un luxe et l'eau potable, un miracle. Les premiers mois ont été un tourbillon de vaccins, d'accouchements et de soins. Sofía se sentait utile. Elle avait le sentiment que sa vie avait un sens. Mais elle a rapidement commencé à remarquer le silence. Un silence pesant qui s'abattait sur le village chaque fois que quelqu'un mentionnait la cabane sur la colline. La folle, disaient certains. L'ermite, murmuraient d'autres. Elena. Personne ne montait là-haut. Personne ne voulait rien savoir. Un après-midi, alors qu'elle soignait une vieille femme atteinte d'arthrite, Sofía posa directement la question. « Qui est Elena ?» La vieille femme fit le signe de croix. « Une femme qui a perdu son âme, docteur. Elle vit avec son fils, Matteo. Que Dieu leur pardonne, eux. » La curiosité de Sofía se mêla à son devoir de médecin. Un enfant qui n'avait jamais été vacciné, qui n'avait jamais vu de médecin, qui vivait isolé du monde. Cette nuit-là, elle ne put dormir. L'image de cet enfant inconnu la hantait. Elle décida d'y aller. Le lendemain, contre l'avis de tous, elle se mit en route. Le sentier n'était qu'une ligne de terre et de pierre qui grimpait à flanc de montagne. L'air se raréfiait. Le soleil frappait avec une force brutale. Autour d'elle, seul le bourdonnement des insectes et le murmure du vent dans les arbres secs. C'était comme entrer dans un autre monde. Un monde où les règles de la civilisation s'estompaient à chaque pas. Après près de 3 heures d'ascension, elle l'aperçut. Une cabane en adobe et en tôle, accrochée à la pente comme une tique. De la fumée blanche s'échappait paresseusement d'un tuyau rouillé. Un chien squelettique aboya sans enthousiasme. Sofía sentit un nœud se former dans son estomac, un mélange de peur et de détermination. Elle prit une profonde inspiration et frappa à la porte. La porte s'entr'ouvrit. Un œil sombre et méfiant la scruta de haut en bas. « Que voulez-vous » La voix était rauque, brisée, comme une pierre frottant contre une autre. « Je suis le médecin du village. Je viens voir si vous avez besoin de quelque chose.
Silence. La porte commença à se refermer. « C'est pour l'enfant », dit Sofia précipitamment. « Matteo, je veux m'assurer qu'il va bien. » La porte s'arrêta. Elle s'ouvrit un peu plus. Elena était une femme rongée par le temps et la solitude. Sa peau était une carte de rides profondes. Ses cheveux étaient une masse grise et sans vie. Mais ses yeux brûlaient. « Mon fils va bien, » dit-elle. « Nous n'avons besoin de rien. » Derrière elle, dans la pénombre de la cabane, une ombre bougea. Un jeune homme grand et mince, beaucoup plus âgé que ce que Sofia avait imaginé. Il devait avoir 17 ou 18 ans. Il regarda par-dessus l'épaule de sa mère. Son visage était imberbe, ses yeux grands et vides, comme ceux d'un animal effrayé. « Bonjour », dit Sofia, avec le sourire le plus aimable qu'elle put forcer. « Je m'appelle Sofia. » Le garçon ne répondit pas. Il se contenta de la regarder. Puis, il posa sa main sur l'épaule de sa mère, et il resta là. D'une manière étrange, possessive. Elena se raidit. « Vous pouvez partir maintenant, » dit-elle d'une voix grave. La porte se referma dans un claquement sec. Sofia se retrouva seule. Les aboiements du chien avaient cessé. Seul le vent soufflait. Elle ressentit un frisson, malgré la chaleur. Quelque chose n'allait vraiment pas. Ce n'était pas seulement la pauvreté. Ce n'était pas seulement l'isolement. C'était la façon dont il l'avait regardé, la façon dont elle le protégeait, la façon dont sa main s'était agrippée à elle. Pas comme un fils à sa mère, mais comme un homme à sa propriété. Sofia descendit la colline, le cœur battant à 1000 à l'heure. L'image ne quittait pas son esprit. Elle retourna à la clinique, mais elle ne pouvait se concentrer. Les visages de ses patients étaient flous. Elle ne voyait que l'intérieur sombre de cette cabane. Elle décida d'y retourner. Mais cette fois, pas de front. Elle attendit la tombée de la nuit. Une nuit sans lune, épaisse et noire. Elle remonta, le pouls battant dans ses oreilles. Chaque craquement d'une branche sèche était comme un coup de feu. Elle s'approcha de la cabane à pas feutrés. Une faible lumière orange filtrait à travers les fissures du mur en adobe. Sofia trouva une ouverture plus grande, près du sol. Elle s'agenouilla sur la terre froide. Elle retint son souffle et regarda. Elena et Matteo étaient assis par terre, devant un petit feu. Ils mangèrent des tortillas en silence. La scène semblait presque normale. Presque. Quand ils eurent fini de manger, Elena se leva. Elle s'approcha d'un lit de camp branlant dans un coin. Elle ôta son chemisier usé. Matteo l'observait. Avec un regard qui glaçait le sang, elle s'allongea et lui fit signe, un signe pour qu'il s'approche. Matteo se leva et marcha vers le lit de camp. Il s'allongea à côté d'elle et la serra dans ses bras. Sofia voulut détourner le regard. Elle voulut crier. Elle voulut vomir, mais elle ne put. Elle était paralysée. Car cette étreinte n'était pas celle d'un enfant cherchant du réconfort. Elena lui murmura quelque chose à l'oreille, et puis elle l'embrassa, sur les lèvres, un long baiser, profond, un baiser qui ne laissait aucun doute. Sofia se couvrit la bouche de la main pour étouffer son propre cri. Elle recula, loin du mur, loin de la lumière, loin de cette abomination. Le goût de la peur était métallique dans sa bouche. Son corps tremblait sans contrôle. Le froid de la terre lui transperçait les os. Mais c'était un froid intérieur, le froid de l'horreur absolue. Ce qu'elle avait vu était indescriptible. C'était un péché aussi ancien que les montagnes qui l'entouraient, une perversion du plus sacré, l'amour d'une mère. Elle courut en bas de la colline, trébuchant dans l'obscurité,
les branches lui griffant le visage et les bras. Elle ne ressentait pas la douleur. Elle ne ressentait que le besoin de fuir. De fuir cette image qui s'était gravée dans sa rétine. Elena et Matteo, mère et fils, amants. Comment naît un monstre? Apparaît-il de nulle part, comme une mauvaise herbe dans un jardin? Où est-il cultivé? Est-il arrosé de douleur, de solitude, d'abandon? Elena n'est pas née monstre. Elle est née dans un enfer. L'un des nombreux enfers anonymes de notre Mexique. Dans un village encore plus pauvre, encore plus oublié. Son père était un démon sous des traits humains. Un ivrogne qui transformait les nuits en un calvaire de cris et de coups. La mère d'Elena était un fantôme. Une femme brisée qui avait appris à ne pas voir, à ne pas entendre, à ne pas ressentir. Le démon n'a pas tardé à poser ses yeux sur sa propre fille. Elena avait 10 ans la première fois. 10 ans. La douleur était une chose. La honte en était une autre. Mais le pire était le silence de sa mère. Le silence qui criait « Supporte, c'est ta croix ». Et Elena a tenu bon, pendant 5 ans. 5 ans de nuits volées. D'une enfance réduite en cendres. À 15 ans, le corps et l'âme en lambeaux, elle s'est enfuie. Elle a couru sans se retourner. Elle s'est enfoncée dans la montagne à la recherche d'un endroit où personne ne pourrait la trouver. Où personne ne pourrait plus jamais la toucher. Elle a survécu comme elle a pu, en mangeant ce qu'elle trouvait. En dormant dans des grottes. Elle est devenue un animal sauvage. Un jour, un groupe de bûcherons l'a trouvée. Elle était faible, malade. L'un d'eux, un homme âgé, a eu pitié d'elle. Du moins, c'est ce qu'il semblait. Il l'a emmenée dans son campement. Il lui a donné à manger. Il lui a donné un toit. Et pendant quelques semaines, Elena a pensé avoir trouvé un sauveur. Mais les hommes ont leurs propres appétits. Une nuit, le sauveur a réclamé son dû. Et après lui, les autres. Quand ils l'ont abandonné quelques mois plus tard, Elena n'était plus seule. Elle portait une vie en elle. Une vie qu'elle n'avait pas demandée. Une vie fruit de l'abus et de la trahison. Elle a construit la cabane de ses propres mains. Pierre après pierre. De l'adobe sur de la boue. Un refuge. Une forteresse contre le monde qui l'avait tant blessée. Lorsque Matteo est né, dans la solitude de cette cabane, quelque chose s'est brisé et s'est reconstruit en Elena. Cet enfant n'était pas comme les autres. Il était à elle, complètement à elle. Personne ne le lui enlèverait, personne ne lui ferait de mal. Elle le protégeait avec une férocité animale. Le monde extérieur était l'ennemi. Les hommes étaient le diable. La société était un mensonge. Son seul univers était cette cabane. Et Matteo était son soleil. Sa lune, ses étoiles. Mais l'amour, lorsqu'il grandit dans l'obscurité du traumatisme, se déforme. Il se tord. La frontière entre l'affection maternelle et le besoin désespéré de compagnie s'est estompée. La solitude était un cancer. Et Matteo était le seul remède. Il a grandi sans connaître d'autres enfants, sans autre voix que celle de sa mère, sans autre caresse que la sienne. Pour lui, Elena n'était pas seulement sa mère, elle était son monde, sa déesse, son tout. La transition a été lente, imperceptible, un câlin qui durait un peu plus longtemps, une caresse qui déviait de la joue vers le cou, un baiser qui passait du front au coin des lèvres. Pour Matteo, c'était normal. C'était tout ce qu'il connaissait. Pour Elena, c'était la seule façon de ne pas être seule. La seule façon de se sentir aimée. Même si c'était un amour interdit, un amour monstrueux. Elle avait créé son propre paradis, ou son propre enfer. Il n'y avait plus de différence. Dans la solitude de la montagne, les deux étaient identiques.
Sophia arriva au village en tremblant, couverte de boue et d'égratignures. Il était 3 heures du matin. Elle se rendit directement au petit poste de police. Une seule pièce avec un bureau et un lit de camp. Le commandant, un homme gros et somnolent, appelé Évaristo, la regarda avec agacement. « Que s'est-il passé, docteur ? Un coyote vous a fait peur ?» Sophia, essayant de contrôler sa voix, lui raconta ce qu'elle avait vu, avec des détails, avec l'urgence de quelqu'un qui a vu le visage du mal. Le commandant l'écouta sans changer d'expression. Quand elle eut terminé, il bâilla. Un long bâillement bruyant qui emplit la petite pièce d'une odeur de café rance. Il se gratta le ventre sous sa chemise. « Écoutez, docteur, » dit-il avec un calme exaspérant. « Là-haut, c'est une autre époque. Cette femme a toujours été bizarre. Et le garçon aussi. C'est leur façon de vivre. »« C'est un crime !» s'écria Sophia. « C'est de l'inceste. Ce garçon est une victime. Victime. Il n'est jamais sorti de là. Il ne connaît rien d'autre. Pour lui, c'est sa vie. » La logique brutale de ses paroles frappa Sophia comme une gifle. « Vous n'allez rien faire, n'est-ce pas ?» Le commandant haussa les épaules. « Il n'y a pas de plainte. Il n'y a pas de corps. Il n'y a rien. Ce ne sont que des ragots de la Sierra. Allez dormir, docteur. Demain, vous devez vacciner les enfants des Flores. » Sophia quitta les lieux avec une rage froide et profonde. L'indifférence du commandant était une forme de complicité. C'était l'huile qui faisait tourner la machine de l'horreur. Elle s'assit sur le banc de la place déserte. L'air du petit matin était glacial. Elle ressentit une immense solitude. Elle était seule dans ce combat. Le lendemain, elle prit le premier bus délabré en direction du chef-lieu, à 4 heures de route. Elle chercha les bureaux du DIF, le développement intégral de la famille. Un nom qui lui semblait désormais être une cruelle plaisanterie. Elle fut reçue par une femme d'âge moyen, le visage marqué par l'ennui bureaucratique. Sophia raconta à nouveau son histoire. La femme écoutait tout en rangeant des papiers, sans lever les yeux. « C'est terrible, » dit-elle à la fin, sur le même ton qu'elle aurait utilisé pour commenter la météo. « Nous devons faire quelque chose. »« Maintenant » insista Sophia. La femme soupira, comme si Sophia était une interruption gênante dans sa routine. Elle ouvrit un tiroir et en sortit une liasse de papier. « Pour ouvrir une enquête, » dit-elle, « vous devez remplir le formulaire F-17. Rapport de situation de vulnérabilité familiale. Il vous faut 2 copies signées et une copie de votre pièce d'identité officielle. » Sophia la regarda, incrédula. « Un formulaire ? Vous me parlez d'un formulaire ? » Le système. Elle resta là, transpirant, la fièvre montant comme une marée. Et puis elle le vit. Parmi la végétation, à une vingtaine de mètres, un enfant. Il n'avait pas plus de 10 ans. Il restait immobile, le haut du corps découvert. Il la fixait simplement. Mais dans son regard se lisaient des yeux bien trop mûrs pour son âge. Des yeux sans élan de curiosité, sans crainte, sans émerveillement. Ce mot résonna dans l'esprit de Sophia. Un monstre de papier qui se nourrissait du désespoir des gens. L'odeur de vieux dossiers et de café brûlé du bureau lui devint insupportable. Les murs semblaient se rétrécir. Elle se sentait étouffée. Elle remplit ce maudit formulaire. Lettre par lettre. Avec une écriture tremblante de colère et de frustration. Elle remit les papiers. « Bien, » dit la femme en apposant un cachet sur les copies. « Le service social va examiner votre demande. Si elle est acceptée,
Vous en serez informé dans un délai de 30 à 90 jours ouvrables. 30 à 90 jours. Chaque jour était une éternité d'abus pour Matteo. Sofia sortit de ce bureau plus abattue que jamais. Elle n'abandonna pas. Elle fit appel à ses contacts à la faculté de médecine. Elle remua ciel et terre. Elle obtint un rendez-vous dans la capitale de l'État, avec un sous-directeur du parquet spécialisé dans les crimes contre les femmes pour des raisons de genre. Un homme en costume, dans un bureau climatisé qui sentait le pouvoir et la distance. Il l'écouta avec une patience condescendante, acquiesçant de temps en temps, prenant des notes dans un carnet en cuir. « Docteur Ramirez, dit-il à la fin, en joignant le bout de ses doigts, j'apprécie énormément votre civisme et votre préoccupation. C'est admirable. » Il fit une pause. La pose de celui qui s'apprête à porter le coup de grâce. Cependant, votre témoignage, bien que bouleversant, est circonstanciel. Vous avez vu quelque chose à travers une fissure, de nuit. Légalement, c'est faible. Et le rapport que j'ai déposé au DIF? L'homme sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Le DIF est une instance administrative. Nous sommes le ministère public. Ce sont deux voies différentes. Pour que nous puissions agir, nous avons besoin d'une plainte officielle ou de preuves irréfutables, des photographies, des enregistrements, un témoignage direct de la victime. La victime ne sait pas qu'elle est une victime. Elle ne connaît pas d'autre monde, répliqua Sofia, désespérée. Gista, exactement, dit le procureur, comme s'il lui donnait raison. Ce qui rend cette affaire juridiquement complexe. Nous ne pouvons pas simplement faire irruption dans une maison située dans une zone reculée sur la base de l'impression d'une personne, aussi valable soit-elle. Il regarda sa montre. Mademoiselle, cette affaire pourrait tout au plus être qualifiée de négligence. Cela relève d'une autre administration. Remplissez le formulaire 3C au guichet d'accueil des citoyens. Le système ne recherchait pas la justice. Il cherchait à classer l'horreur dans des dossiers, à la classer, à l'archiver jusqu'à ce qu'elle soit oubliée. Sofia sentit ses forces l'abandonner. Elle se battait contre un fantôme. Un géant sans visage fait de règles, de formulaires et d'apathie. Le coup de grâce est arrivé une semaine plus tard. Elle a reçu un appel de son supérieur hiérarchique au service social. « Sofia, je reçois des plaintes », lui a-t-il dit sur un ton menaçant. « Le maire de San Pedro Martyr m'a appelé. Il dit que vous causez des problèmes, que vous négligez vos obligations à cause d'une obsession personnelle pour ces gens de la colline. » Silence. « Sofia, je t'ordonne d'abandonner cette affaire. Concentre-toi sur ton travail. Vaccin, consultation, rapport. C'est pour cela que tu es payé. Si tu continues, je devrais dresser un procès-verbal et te réaffecter. Compris? Le monde de Sofia s'est effondré. Le système ne l'avait pas seulement ignorée. Il la menaçait désormais. Il la réduisait au silence. Elle s'assit sur le sol de son petit cabinet. Elle serra ses genoux contre elle. Et pour la première fois depuis que tout avait commencé, elle pleura. Elle pleura de rage, d'impuissance, de dégoût. Le système avait gagné. Sofia termina son service social 2 mois plus tard. Elle fut réaffectée à un centre de santé urbain, un endroit propre, ordonné, où les horreurs, si elles existaient, étaient bien cachées derrière des murs de béton et des sourires factices. Elle ne retourna jamais à San Pedro Martyr. Elle ne demanda plus jamais des nouvelles d'Elena et Matteo. Ce souvenir était une plaie ouverte qu'elle avait décidé de ne plus toucher. Le dossier F-17 s'est perdu dans un classeur poussiéreux de la mairie.
Le commandant Evaristo a pris sa retraite. La bureaucrate du DIF a continué à tamponner des papiers jusqu'à son départ à la retraite. Le procureur de la capitale a été promu. Personne ne s'est jamais souvenu de la jeune docteure idéaliste et de son histoire invraisemblable. Et dans les montagnes de Oaxaca, dans cette cicatrice oubliée de la terre, la vie, ou cette imitation de la vie, continua. La fumée continuait de s'échapper de la cabane sur la colline. Matteo devint un homme avec le corps d'un adulte et l'esprit d'un enfant prisonnier. Un homme dont l'univers se limitait toujours à sa mère, sa geôlière, son amante, son tout. La tragédie ne s'est pas terminée. Elle est simplement devenue invisible. Elle s'est fondue dans le paysage, comme les rochers, comme les arbres secs, comme le vent qui balaie la solitude des sommets. Ce n'est pas une histoire qui se termine bien. Ce n'est pas une histoire où justice est faite. C'est la réalité. La réalité d'un Mexique qui refuse de voir ses propres recoins sombres. Un pays où la bureaucratie est plus puissante que la compassion et où le silence est complice des pires crimes. L'histoire d'Elena et Matteo ne figure dans aucun dossier officiel. Mais elle existe. Elle bat dans la mémoire d'une médecin qui a perdu la foi et dans l'air raréfié d'une montagne qui garde des secrets inavouables. Je suis Padre del Valle et rendez-vous dans la prochaine Realidad de Mexico.